on a intermédié pas loin de 500 deals. On a levé des fonds et on les a investis dans à peu près 200 startups. Il y a plein de boîtes à reprendre en France, rentables, qui fonctionnent bien depuis 10, 20, 30, 50 ans. Par contre, trouver la boîte, c'est pas facile. Je pense qu'il faut surtout pas chercher que aux mêmes endroits que tous les autres. Il faut aussi se dire que c'est du long terme, donc développer un réseau perso, en parler autour de soi dans son premier et deuxième cercle. Et surtout, pas se dire que ça va se passer en 3 mois. C'est qu'on surestime toujours ce qu'on peut faire en 1 an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. C'est ça qui est génial avec le LBO, c'est que rien qu'en remboursant la dette, bah normalement tu fais ton petit multiple, x2, x3, x4, j'en sais rien, mais en tout cas un petit multiple sympa. Quand on comprend la puissance du levier de la dette, bah c'est génial. Pour 1 euro investi, en fait, il se transforme en 3, presque immédiatement. On est tous les deux apparemment des SEO guys. Ouais. C'est comme ça que tu as commencé. Mais le old school SEO, hein. Ouais, maintenant j'y connais plus grand chose. C'est clair. Pareil, je sais même pas si ça existe encore avec l'IA. Ouais. Je sais pas s'il y a encore de l'argent à faire là-dessus. Éditeur de site, c'est un métier. En tout cas, c'était notre métier. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah ouais. Moi, j'avais créé des sites sur les restos à l'époque, et donc c'était il y a une quinzaine d'années, quoi, vers 2010, 2009, tout ça. Et j'étais affilié de The Fork, la fourchette. Okay. Et donc j'envoyais pas mal de réservations à The Fork. C'était assez cool comme métier, comme job. C'est d'ailleurs notre point commun avec un troisième copain qu'on a en commun qui est Kevin de Dot Market. Donc c'est peut-être cette même génération. Exact. Et qui ont évolué apparemment sur la reprise d'entreprise. Ouais, exactement, c'est drôle. Mais donc toi, avant de parler de Hypercapital, donc là c'est pile poil dans le sujet de la reprise, tu vas nous parler de ce que tu as fait pendant pas mal d'années qui était hyper successful, Supercapital. Et juste en 2 mots, tu m'as dit donc tu as créé ce groupe de sites ou certains sites que tu as pu faire un petit exit là-dessus. Ouais, exactement, ouais. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai fait je me suis un peu perdu dans la conciergerie Airbnb. Ah oui, très bien aussi, classique. Voilà, mais ça marchait plutôt bien, mais c'était pas du tout ce que je voulais faire. Okay. Et donc j'ai arrêté ça au bout d'1 an et demi. Et après, j'ai fait par contre un truc que j'ai adoré pendant 3-4 ans, c'était du conseil en innovation. Et en fait, conseil en innovation, en gros, on vendait de la data, des conférences, des learning expéditions, des ateliers, etc. à plein de gros groupes, grosses boîtes, CAC 40 et tout. Et ça, c'était génial parce qu'on avait un média, encore une fois un média. C'était quoi? Ça s'appelait Soon, bientôt. Et t'as rejoint l'équipe? Ouais, en fait, c'est 2 personnes que j'adore qui avaient créé ça et je les ai rejoints 1 an après la création. Et on a co-dirigé la boîte en gros à 3 et pendant 3-4 ans et c'était génial. Franchement, je me suis éclaté. Et ouais, parce que ça veut dire, c'est vrai que quand tu expliques le titre, que c'était quoi, consultant en innovation, ouais. c'est pas très... Enfin, pour moi, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ouais, bah en gros, on faisait le pont entre les grosses boîtes qui avaient du mal à innover, qui ont toujours, je pense, aujourd'hui du mal à innover, et le monde des startups que nous, on connaissait très bien. Bah, moi, j'en avais créé, j'avais bossé en banque d'affaires, en levée de fonds et tout ça, donc je connaissais parfaitement ça. Et en fait, on faisait un peu le pont, tu vois, entre les grosses boîtes et les startups, où on faisait, on les aidait à sortir des idées, sortir des projets, voilà. Okay, c'était l'époque où il y a eu, j'imagine, la mode des startup studios en interne. Exactement. Ouais. C'était un peu une alternative à ça. C'était exactement ça. C'était même un petit peu tôt. Enfin, on était parfait, franchement. En time to market, on était parfait. On s'est éclaté. Il y avait une vraie demande sur le marché. Et j'adorais, moi, faire se rencontrer un peu ces 2 mondes, tu vois. Ok. Et donc, déjà, le point commun entre tes 2 principales expériences, ça reste le côté média. J'ai l'impression que c'est aussi le point commun avec la 3e expérience principale, Supercapital. Comment t'es passé du coup de 2 à 3? Et bah écoute, je traînais, tu vois, ça c'était en 2015-16, je traînais dans tout ce qui était le sentier, comment ça s'appelait, Station F qui venait d'ouvrir, tu sais, vers 16-17, etc. Et donc en fait, ce que je voyais, c'est que les entrepreneurs, ils galéraient à lever leur pré-seed, leur premier tour, pré-seed, seed, trouver des BA, c'était chaud. Et je voyais que les BA, les business angels, pardon, c'était difficile pour eux de trouver des bons projets. Et donc j'essayais de faire le matching entre les 2, tu vois. C'est comme ça que c'est né. Et donc, si je me rappelle bien, il y a aussi du coup un média qui est né par rapport à ça. Ouais, alors effectivement, j'ai commencé à faire... En fait, t'as raison, et effectivement, au début, qu'est-ce qui a fait qu'on a émergé assez vite? Enfin, que j'ai émergé assez vite, parce que j'étais tout seul pendant 5 ans. Okay. J'ai écrit pas mal de contenu sur le blog, pas mal de contenu texte. Sur c'est quoi un pack d'actionnaires, comment on lève des fonds, c'est quoi une valo. Je faisais aussi des petits commentaires de l'émission Qui veut être mon associé, tu sais, au tout début, en 19-20, tu vois, qu'est-ce qui se passait, pourquoi le mec aurait dû accepter l'offre ou pas et tout, machin, des trucs comme ça. Ça avait bien marché. Et en fait, en SEO, ça m'avait bien installé parce qu'en vrai, à l'époque, il n'y avait pas énormément de contenu là-dessus. Et après, j'ai un peu raté le virage de la vidéo au début. Tu vois, le 2020-2021, je ne l'ai pas vu parce que j'étais trop focus, il y avait trop de deals, etc. Et par contre, un peu sur le tard, en
2023, j'ai commencé à refaire des vidéos un peu pédagogiques sur les levées de fonds, les packs d'actionnaires, les trucs comme ça. Très bien. Et du coup, ça a commencé comment? Ça a évolué comment? Super Capital, tu peux nous donner quelques Bah stats? écoute, j'étais seul, c'était un solo business pendant 5 ans, de 2016 à 2020-21. Et pendant ce temps-là, tu faisais quoi concrètement? C'était quoi le produit? Le produit, c'était en gros, j'avais des entrepreneurs qui venaient me voir pour trouver de l'argent auprès de BA, auprès de Business Angel. Donc mes clients, c'était les entrepreneurs. Ok, voilà. Et je partageais leurs dossiers à des Business Angels de mon réseau que je constituais, que je commençais à constituer. Et effectivement, les Business Angels investissaient chacun des tickets de 10 000, 20 000, 50 000, etc. Moi, je prenais une commission sur le deal. Et puis, à l'époque, je faisais pas mal de services aussi. Je faisais des business plans, des pitch decks, des choses comme ça. Donc ça marchait bien pendant 5... C'était vraiment un pur solo business pendant 5 ans, 2016 à 2020-21. Et à partir de 21, comme le marché a vraiment explosé, l'activité est devenue vraiment très florissante, bah là j'ai fait rentrer des associés, on a pris des bureaux, on a pris des employés, c'est devenu un vrai business enfin pas traditionnel, mais en tout cas plus collectif. Ouais, il fallait se lever le matin et aller au bureau. Voilà, exactement, ça c'était différent. Mais donc ça, on a bien continué pendant à 3 associés, une quinzaine de personnes dans l'équipe, pendant encore 5 ans de plus, donc ça a fait 10 ans en tout. Voilà, et puis donc j'ai quitté effectivement début 2026. Donc là il y a quelques mois pour me relancer en fait en solo, mais on va en parler. Ouais, et du coup, c'était quoi finalement le track record? J'ai vu quand même des gros chiffres. Ouais. Écoute, on a intermédié pas loin de 500 deals. Pas loin de 500 deals, donc ça c'est très cool. On a investi, on a levé des fonds et on les a investis dans à peu près 200 startups, pas mal de startups tech. Toujours pré-seed ou ça a évolué? Pré-seed, seed, on faisait pré-seed, seed, et après on followait, donc on suivait, on réinvestissait dans les meilleures boîtes, dans les 10% du top du portfolio. Tu vois. Quand tu dis on, c'est votre network. Exactement. En fait, ce network, soit on les faisait investir en direct dans les boîtes, soit on les faisait investir dans des véhicules qui eux-mêmes investissaient dans 10, 20, 50 startups, tu vois. Donc c'était le Angelis français. Ouais, exactement. C'est un peu ça. Et écoute, c'était génial, c'était très intense, très intense. Et puis quand même, à partir de 2024, les startups tech, ça a commencé à un peu moins intéresser les investisseurs privés. Et j'ai vu comment ? Pourquoi ? Bah parce que tu vois, notamment il y a l'IA qui est arrivée, qui a rebattu pas mal les cartes sur le SaaS, etc. Et puis il faut quand même se l'avouer, c'est quand même les Américains qui ont gagné la bataille de l'IA aujourd'hui, de la tech. Ouais, tu vois, même si tout n'est pas perdu, tu vois, mais bon voilà, clairement. Et puis il y a quand même aussi un gros manque de liquidité en Europe sur les les investissements, tu vois, en VC. C'est-à-dire que c'est difficile de sortir. Au bout de 7, 8, 10 ans, même pour les boîtes qui sont un peu successful et tout, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'IPO. Il n'y a pas d'IPO en France, en Europe, etc. Et là où aux US, il y a toute une chaîne de financement et à la fin, il y a une IPO. En France, en Europe, c'est quoi ? C'est éventuellement vendre à un gros groupe derrière. Mais vendre à un gros groupe, souvent, le gros groupe, il n'arrive pas à correctement intégrer la boîte. Donc les sorties, c'est difficile. Alors, il y a eu des très belles sorties, évidemment, hein. Mais disons que le marché s'est un peu tendu. Il y a cette histoire d'IA. Il y a aussi l'histoire que, avec un peu les remous géopolitiques, politiques et un peu la fiscalité qui change toujours un peu, etc. Les investisseurs, ils sont de plus en plus frileux. Et donc, ils veulent du safe, quoi. Okay. Ils veulent des choses plus sûres. Donc là, le cycle a évolué, comme tu dis, un peu. Au niveau macro, les US ont un peu gagné la bataille de l'investissement, mais surtout... De la tech, ouais. Oui, d'investissement tech early. En plus, vous, avec les 10 ans de recul, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être moins de deals qui sortent, comme il y a moins de liquidité en Europe. Ouais. Et c'est vrai que si tu n'as pas IA dans ton projet aujourd'hui, il n'y a plus d'argent, quoi. C'est ça. Si tu es une startup, c'est ça. Par contre, il y a d'autres business du coup maintenant où l'argent est en train de circuler ailleurs. Exactement. Comment explique-nous un peu ce que c'est Hyper Capital, sachant que pour l'instant, on a juste la landing page avec quelques mots-clés qui me plaisent beaucoup. Ouais. Et aussi, comment tu es passé de l'un à l'autre? C'était quoi? Qu'est-ce que tu as vu comme tendance? Qu'est-ce qui t'intéresse? Ouais, bien sûr. Écoute, donc Hyper Capital, l'idée c'est justement d'arriver... d'aider à financer des actifs alternatifs et des entrepreneurs, pas forcément que tech, que IA, que start-up, voilà. Mais différents. Donc en gros, je me focus sur 3 typologies. Première typologie, les gens qui lancent leur propre fonds alternatif, leur propre hedge fund. Donc des gens qui peuvent investir finalement à la fin dans tout et n'importe quoi. Ça peut être de la crypto, ça peut être des sociétés cotées, ça peut être n'importe quoi, mais qui vont faire un fonds qui va être
hébergés soit aux US, soit à Dubaï, en Europe, enfin peu importe, et qui vont avoir une stratégie, une thèse d'investissement bien définie. L'intérêt de ces fonds-là, c'est que souvent ils sont liquides, c'est-à-dire que les investisseurs peuvent investir et sortir à tout moment quand ils veulent. Donc ça, c'est hyper intéressant, je trouve, cet aspect liquidité. Et donc ça, j'aide plusieurs personnes qui ont un très bon track record à constituer, à trouver leurs investisseurs sur ces hedge funds. Super. Donc ça, c'est hyper intéressant. Une fois de plus, cette logique de matchmaker. Exactement, matchmaker sur des produits vraiment beaucoup plus liquides qu'avant. Ok, c'est la transition. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est des business, pas forcément tech, ça peut être tech, mais pas forcément que tech, et qui ont trouvé leur business model, qui ont validé une rentabilité et qui veulent dupliquer. Ok, ça c'est le deuxième truc. Et le troisième truc, c'est ce qui va nous intéresser beaucoup aujourd'hui, c'est toute cette vague de repreneurs en LBO, repreneurs d'entreprises en LBO. Il y a plein de boîtes à reprendre en France qui sont des très belles boîtes, rentables, qui fonctionnent bien depuis 10, 20, 30, 50 ans. Et il y a toute une nouvelle génération de gens qui se disent moi, je vais reprendre une boîte parce que ça va me faire gagner plusieurs années. Ouais. Donc ça, c'est le projet. Tu nous as... T'en es où aujourd'hui ? Bah écoute, aujourd'hui, j'accompagne les 3 typologies que je viens de te donner là. Donc j'ai actuellement plusieurs dossiers dans les 3. Et effectivement, sur la reprise, l'idée, c'est de dire... on a un ou des repreneurs opérationnels qui ont une compétence, qui ont une connaissance d'un secteur et d'un métier, qui repèrent une cible qui leur paraît intéressante. Et cette cible, ils n'ont peut-être pas suffisamment d'apport pour aller l'acheter. Ben moi, je leur propose de leur amener, donc leur gonfler leur apport avec des co-investisseurs. Très bien, donc du coup, ça c'est sur la partie vraiment LBO. C'est quoi, du coup, donc j'aime bien toujours poser la question quand je parle à un fonds, c'est quoi les critères d'investissement ? Donc dans ton cas, finalement, c'est quoi les critères d'investissement ou de choix de la boîte et aussi du coup choix du repreneur. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est le bon repreneur pour bosser avec toi ? En fait, justement, moi, je vais pas me dire je vais me focus uniquement sur un secteur ou un métier. Par contre, ce que je vais regarder, c'est une boîte saine, rentable qui existe depuis pas mal d'années, tu vois, qui est stable, mais surtout où le repreneur correspond à cette boîte-là. Tu vois, est-ce que ce repreneur, il a les bonnes compétences ? Est-ce qu'il connaît le marché ? Est-ce qu'il a des idées ? Est-ce que ça fait longtemps qu'il connaît le métier et qu'il va me dire attends, je sais que cette boîte-là, ça marche très bien comme ça. Je vais juste ajouter 2-3 petits ingrédients, mais sans trop brusquer la boîte. Et pour continuer à la fois sa trajectoire un peu en vitesse de croisière et puis ajouter un peu de croissance, tu vois. Donc, c'est plus le match, en fait, entre le fit entre le repreneur et la boîte qui va m'intéresser. Et toi, du coup, si je comprends bien, ceux qui viennent te voir, c'est des repreneurs. C'est pas toi qui te trouves des entreprises. Toi, tu as des gens qui te contactent en disant « Moi, j'ai ce projet, je suis tel profil et j'ai telle entreprise. » Tu juges le match et si c'est intéressant, là, tu peux l'accompagner. Exactement, c'est exactement ça. Dans la plupart des cas, c'est ça. Et parfois, j'ai des repreneurs qui viennent me voir, évidemment, enfin souvent même, en me disant j'ai pas encore de cible, mais le jour où j'ai une cible, ça arrive, ça ouais. Okay. Le jour où j'ai une cible, je reviens te voir, avec plaisir. Mais et puis parfois, je vais pouvoir, tu vois, faire le matchmaking, c'est-à-dire je sais qu'actuellement il y a telle boîte à reprendre, etc. Mais c'est plus rare. Toi, justement, tu dis que là, c'est vrai qu'il y a une nouvelle vague de reprenariat, c'est vrai, c'est la mode. Si quelqu'un vient te voir et qui dit oui, je veux racheter une boîte, mais il est hyper early dans le process, et donc toi, tu arriverais après, qu'est-ce que tu lui conseilles ? Où est-ce que tu lui conseilles d'aller ? Comment se former ? C'est quoi les bons parcours, les bonnes formations ou ressources que tu conseilles ? Bah écoute, en fait, les parcours et les formations, ils sont un peu classiques, ils sont un peu connus de tous aujourd'hui. Donc le CRA et tout ça, ça c'est assez connu. Il y a aussi des nouvelles formations, il y a des vidéos et tout. Je pense que c'est assez facile de trouver aujourd'hui du contenu, des choses comme ça. Par contre, trouver la boîte, c'est pas facile. Ça, c'est vraiment pas facile. Je pense qu'il faut surtout pas chercher que aux mêmes endroits que tous les autres. C'est-à-dire, alors c'est très bien d'aller voir sur les plateformes, c'est très bien d'aller voir au réseau Entreprendre, c'est très bien d'aller voir dans tous ces endroits, à la CCI et tout ça. Mais je pense que c'est pas suffisant. Il faut aussi se dire que c'est du long terme, donc développer un réseau perso, en parler autour de soi dans son premier et deuxième cercle. Et surtout, pas se dire que ça va se passer en 3 mois. C'est rare, il y a des exceptions, mais généralement, ça prend plutôt 12, 18, 24 mois. Ouais. Bon rappel. Donc voilà, donc trouver la bonne pépite, c'est un peu l'aiguille dans la botte de foin. Il faut pas se précipiter et je pense, il faut et surtout, je pense qu'il faut élargir un peu le spectre en se disant, tu sais, moi je rencontre souvent beaucoup de gens, ils me disent, je veux une boîte qui fait tant de chiffre d'affaires, tant de renta dans tel secteur et telle région. Ok, mais là, en fait, il y a trop de concurrence, tu vas pas y arriver. Peut-être regarde les régions à côté. Peut-être regarde le CA un peu plus petit, un peu plus haut. Regarde un peu un métier un peu différent. Enfin, tu vois, élargissez vos critères parce que je pense qu'il y a une grosse concurrence et il va y en avoir de plus en plus.
Et du coup, quelqu'un qui vient te voir avec c'est le bon profil, il a la bonne cible, il s'est fait accompagner, c'est peut-être pour ça qu'il a réussi justement à passer ses étapes. Toi, tu es sur cette partie un peu financement. Tu es aussi, du coup, un peu en concurrence avec les boîtes, les cabinets qui aident à monter des dossiers de financement, Ouais, bien peut-être même sûr. avec des courtiers. Bien sûr. Comment tu te positionnes par rapport à ça? C'est quoi la Ouais, différence? bah écoute, tu vois, souvent donc les courtiers, souvent ils vont être plutôt sur l'aspect bancaire, financement dette. Moi je vais plutôt être sur le capital en général. Ok, donc c'est Euh, hyper complémentaire. Ouais, donc capital, voire un peu obligation, mais tu vois, c'est surtout du capital. Donc c'est complémentaire exactement. Et puis aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de fonds, family office qui font des gros deals. Moi je vais être plutôt sur des petits deals, tu vois, C'est quoi un petit deal? Ouais, des valeurs d'entreprise, tu vois, entre 500K et 3 millions, tu vois, super. entre 500K Ok. et 3 millions à peu près. Où tu vois, typiquement, tu vas avoir un repreneur, je sais pas, imaginons qu'il ait trouvé une belle cible qui vaut 1 million, en tout cas le vendeur est prêt à lui vendre 1 million. Lui, il a peut-être 150 000 euros d'apport, ça va pas être suffisant par rapport à la banque, parce que la banque va vouloir à peu près un tiers d'apport, donc il va lui manquer 150 000 de plus. Hmm. Bah, moi, je vais lui apporter, tu vois, ces 150 000 avec un pool d'investisseurs privés. Ok, ça c'est. Je trouve ça innovant, j'avais jamais entendu parler de ça. Je pense que ça, c'est vraiment, il y a un besoin sur ce marché. Ouais. Surtout que j'imagine qu'avec le réseau que tu t'es fait du coup sur ces 10 dernières années, les investisseurs que tu amènes, ça peut aussi être des conseillers ou des gens qui amènent pas juste de l'argent. Exactement. Et là, dans cet exemple, tu as quelqu'un qui vient et qui lui manque 150 000 euros. Si tu trouves quelqu'un, plus ou moins en termes de valo ou de dilution, comment ça marche? Bah écoute, alors tout existe, donc Ok. j'ai pas de religion là-dessus. Mhm. Maintenant, évidemment, la plupart des repreneurs, ils souhaitent quand même garder le contrôle, donc être majoritaires. Donc et on les comprend très bien, tu vois. Et donc évidemment, les co-investisseurs, ils le comprennent aussi. Et donc, on va réussir à généralement soit faire un mix de capital et d'obligations pour, tu vois, arriver à ce que le repreneur reste majoritaire. Ouais, la plupart du temps, ça va être ça. Ou bien on va ajuster un peu les montants levés, tu vois, un peu à la baisse. Donc toujours que le porteur de projet soit au moins majoritaire. Après, tu vois, c'est marrant les chiffres dont tu parles, ça me fait vraiment écho à mon cas Ouais, personnel. Et du coup, j'ai eu aussi un investisseur dans mon cas qui a mis de l'argent. Par contre, par exemple, moi j'étais caution perso sur le prêt, donc j'ai considéré que cet argent, entre guillemets, c'est moi qui prenais le risque et ouais, je voulais pas être dilué là-dessus. ouais. Est-ce que, par exemple, dans les cas que tu vois toi, le fait d'avoir d'autres investisseurs extérieurs peut aider, par exemple, à ne pas devenir caution perso en tant que Ouais, ça porteur de peut projet? aider avec la réputation de l'investisseur, la relation de l'investisseur aussi avec sa banque. Parfois, il va amener une banque, tu vois, qui va pouvoir le suivre. Ça, c'est ça, c'est vachement bien. Ce qu'il va falloir, c'est surtout rassurer les parties prenantes. Il faut rassurer les investisseurs quant à la capacité du repreneur à faire le deal et à gérer la boîte derrière. Et il faut rassurer toujours aussi le banquier. Le banquier, souvent, il aime bien un repreneur qui est du métier, Bien sûr. du secteur, qui connaît, ça le rassure. Maintenant, s'il y a un investisseur privé qui investit à côté et qui connaît bien le secteur, ça va pouvoir aussi le rassurer. Donc c'est ça aussi l'avantage. Oui, bon, et les autres avantages, en effet, c'est que avec le nombre de personnes que tu connais, toi, tu peux aller sélectionner ceux qui peuvent apporter. Exactement. Comme tu parlais, le nombre de choses qu'on peut faire pour améliorer une boîte, bah, tu peux avoir ces contacts-là qui sont directement des effets de levier. Exactement, tu vois, je pense à une personne, d'ailleurs je savais même pas à quel point il était expérimenté là-dedans, mais tu vois, un investisseur qui a investi aux côtés d'un repreneur, il avait eu 3 boîtes qui faisaient exactement l'activité en question. Donc forcément, tu vois, il avait passé 20 ans de sa vie là-dessus. Bon, le mec connaît bien, quoi. Ok, et puis surtout que j'imagine cette typologie d'investisseurs, ils ont déjà entre guillemets fait leur carrière, fait leur argent, et c'est génial pour eux de rentrer dans le jeu de l'entrepreneuriat, mais avec juste la distance nécessaire pour que ce soit pas un travail à plein temps. C'est exactement ça, c'est vraiment revivre un peu le frisson entrepreneurial dans le truc un peu qu'ils connaissent, transmettre un peu le flambeau, parce que parfois justement, soit ils ont vendu à un grand groupe ou ils n'ont pas forcément pu transmettre. Il y a aussi beaucoup de, tu vois, de chefs d'entreprise qui voulaient transmettre à leurs salariés, qui n'ont pas pu, et qui finalement se revoient un peu dans le repreneur, tu vois, 10 ans après, quoi. Et justement, donc là, on a fait le profil type du repreneur qui peut venir te voir. On a les ordres de grandeur, on a bien compris que ça peut être n'importe quelle industrie, tant que du coup, là, on parle vraiment du côté LBO. On a parlé du coup du profil du repreneur qui peut venir te voir. Du coup, parle-nous un peu plus de ces investisseurs. À quoi ressemble ton réseau d'investisseurs et qui est la bonne cible pour venir te voir? Ouais. C'est quoi le profil? C'est quoi les montants? Ouais, bien sûr. En fait, il y a 2 typologies en gros d'investisseurs. C'est ceux qui ont vendu leur boîte
et qui ont du temps, de l'argent, de l'énergie, plein de choses. Et il y a ceux qui ont leur business qui tourne déjà bien et qui investissent en parallèle. Là, ils ont moins de temps, évidemment. Est-ce que c'est les mêmes personnes qui, à l'époque, pouvaient investir chez Super Capital? Ouais, bien sûr, c'est le même genre de profil. Ok. Même genre de profil. C'est des chefs d'entreprise qui ont généralement entre 40 et 60 ans, tu vois, à peu près. Ils en sont à leur première ou deuxième ou troisième ou quatrième société. C'est souvent des fondateurs, parfois des repreneurs, pour qui ça a bien marché aussi. Parfois des cadres dirigeants aussi, ou des gens qui étaient dans un LBO, justement, qui veulent et qui comprennent la puissance du levier du LBO. Oui, et surtout que le profil de risque est complètement différent. Quand tu investis en VC, on sait tous que si tu mets pas 10 ou 100 tickets, tu joues pas le jeu gagneras pas correctement. Voilà, c'est pas comme ça que tu faut jouer le jeu. Ouais. Là, normalement, tu n'es pas censé perdre d'argent. Tu vas pas faire x1000. Ouais. Mais C'est ça qui est génial avec le LBO, c'est que rien qu'en remboursant la dette, bah, normalement tu fais ton petit multiple, alors x2, x3, x4, j'en sais rien, mais en tout cas un petit multiple sympa. Même si on est très conservateur et qu'on dit que la boîte en fait elle progresse pas en CA, bah déjà tu vois, effectivement. Donc alors ça reste risqué quand même parce que déjà d'abord c'est pas liquide, c'est du private equity voilà. évidemment, et puis la boîte quand même elle est un peu stressée parce qu'elle a de la dette, donc forcément il y a des risques. Et puis il y a du changement. Mais évidemment, comme tu le dis, là où en venture, en VC, il faut faire 100 tickets, je pense en reprise d'entreprise, il faut en faire 4-5. Et du coup, est-ce que ça change le panier moyen? Ouais, Le ticket moyen d'investissement. Les investisseurs privés ont tendance à investir un peu plus en LBO parce qu'ils savent que c'est moins risqué. Et donc là où un business angel moyen en France depuis 20-25 ans, c'est toujours le même chiffre, c'est toujours 20 000 euros, ça n'a jamais changé. Okay, je savais pas cette toujours 20 000 euros en startup. Eh bien, alors j'ai pas la moyenne pour les investisseurs en LBO, mais de ce que je constate moi, c'est plutôt le double. Hyper intéressant. Donc quelqu'un qui aujourd'hui voudrait investir 40 000 ou idéalement qui a 200-300, il le répartit avec des tickets de 40-50. Exactement. Sur, Exactement. Après, il peut investir moins, bien sûr. Il peut investir 10 000, 20 000 ou plus, évidemment, 100 000, etc. Mais c'est à peu près ce que j'observe. Est-ce que du coup, tu es parti pour développer une plateforme où on va pouvoir investir en ligne ou comment ça marche? Non, écoute, moi, je suis plus adepte des deals un peu, pas cachés, tu vois, mais des deals un peu... Parce que je pense que plus un deal est public... parfois c'est pas forcément les meilleurs deals, tu vois. Okay. Donc je préfère un peu faire du business. Alors autant je suis ouvert à tout type d'entrepreneurs, de repreneurs et d'investisseurs, autant je fais gaffe dans mes communications, tu vois, à pas citer les noms des boîtes au début, à respecter beaucoup les NDA, etc. Surtout je travaille pas mal avec des banques d'affaires qui ont, tu vois, souvent les banques d'affaires, elles ont souvent le mandat à la vente. Donc elles sont côté cédant, côté vendeur, donc elles peuvent m'envoyer une boîte. Et moi, je vais avoir le bon repreneur, mais évidemment, je vais pas ébruiter sur le marché le nom de la boîte. Tu vois. Oui, je comprends. Surtout qu'en effet, là, on est dans la session, donc tout ce qui est anonymité, c'est important. Et là, tu rajoutes cette couche un peu de pas marketing, mais communication autour. Donc faut bien faire attention. En effet, justement, moi, je reçois tes emails, mais c'est vrai que pour l'instant, ce que je vois passer, c'est plutôt des côté growth, donc l'autre catégorie. Et là, c'est des boîtes peuvent se permettre un peu de dire qu'elles sont en train de lever des fonds. Il y a moins ce côté secret. Bien sûr. Alors que sur la session, on fait très, très, très attention. Là, on a une boîte industrielle dans l'Est de la France. Voilà, c'est pas possible de savoir qui c'est, tu vois. Après, j'imagine que qui que ce soit qui veut recevoir le dossier va signer un NDA. Et que toi, tu ne prends qu'un dossier s'il a passé la phase de LOI ou pas? Ouais, alors ça dépend, tu vois. La plupart du temps, oui, j'attends qu'il y ait une LOI sur la table, etc. Quand je vois que ça sent bon, que tu vois, c'est en train de ça va se faire, il n'y a pas beaucoup d'acquéreurs dans la course, etc. Je peux le prendre un peu avant. Ok. Tu voulais on avait parlé avant d'un deal que tu as déjà fait il y a environ 1 an. C'était via Super Capital, mais en fait, c'est déjà du LBO. Ouais, exactement. Tu peux nous en parler? Ouais, bien sûr. Écoute, c'était un deal très intéressant qui nous est venu justement d'une banque d'affaires partenaire. On a trouvé dans la communauté, en fait, parce que comme je disais, les investisseurs, c'est aussi des chefs d'entreprise. C'est aussi des entrepreneurs et des repreneurs potentiels. Donc, on a trouvé un repreneur potentiel dans la communauté qui avait, lui, 200 000 euros d'apport. Et la société, tu vois, le deal, on parle d'un deal à peu près à 4 millions.
Donc c'est quand même un deal conséquent, et avec 200 000, tu peux pas faire le levier pour aller chercher 4 millions. C'est pas possible. Donc effectivement, on a réuni pas mal d'investisseurs dans ce qu'on appelle un SPV, donc une holding d'investissement, et on a co-investi aux côtés du repreneur pour une somme à peu près de 900 000, tu vois, 900 000 En plus de son apport. Exactement. Et donc là, c'était quand même un gros deal. Et surtout que, particularité hyper intéressante, l'un des deux cédants a réinvesti dans la boîte. Ça, c'est un signal hyper fort de confiance. Ouais. Et il est resté ou pas? Il est resté alors, il y en a un des deux qui est parti, qui est resté juste 3 mois et qui est parti. Et l'autre, il est resté, et 1 an plus tard, il est toujours là. Et ça, c'était comme ça. C'était prévu comme ça. Donc ça a rassuré tout le monde. Donc hyper bien. Donc voilà, donc ça c'est plutôt un gros deal, mais tu vois, on peut prendre à peu près les mêmes chiffres avec des boîtes plus petites, quoi. Oui, c'est une question de pourcentage. Et du coup, là tu m'as dit ça fait 1 an. Ouais, exactement, ça fait un peu plus d'un an qu'il a repris la boîte. Ça se passe super bien. Il est dans son BP. Écoute, sur les clients, alors je sais plus combien il y avait de dizaines de clients. Il y en a un qui est parti, mais c'était plus ou moins prévu déjà. La transition s'est bien faite avec les équipes, etc. Lui, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, écoute, je reprends cette boîte. Les employés, ça fait 30 ans qu'ils sont là, ils ont une vraie expertise, etc. Il dit surtout, il faut pas que je brusque la boîte. Je déménage pas la boîte, je la laisse, même si c'est à 1 heure de chez moi, c'est pas grave. Je préfère garder mes équipes, tu vois, sur le terrain, parce que c'est très important. C'est l'actif de la boîte, de presque toute boîte. Oui, justement, qu'est-ce qu'elle fait cette boîte? C'est une boîte dans l'industrie, dans la mécanique de précision, qui est sous-traitante justement pour des boîtes de défense, etc. Donc en ce moment, quand même, ça a le vent en poupe. Et donc très réputé sur son marché. Et donc le repreneur, lui, qui venait pas d'ailleurs de ce secteur-là, pas de ce secteur-là, mais qui avait eu l'habitude quand même de beaucoup manager et d'être responsable de PNL dans des plus grosses boîtes. Mais comme dans les cédants, les deux sont restés, enfin un est resté 3 mois et l'autre est resté beaucoup plus longtemps, ça a quand même rassuré tout le monde. Ouais, c'est génial. Et du coup, lui, ça lui a permis d'être piloté. Il est vraiment allé au quotidien. C'est devenu le nouveau CEO, mais avec cette personne pour l'accompagner pendant 1 an. Exactement. C'est devenu. En fait, ils ont été très clairs dès le premier jour en disant, ok, donc qui est le patron maintenant? Les gens étaient un peu perdus. Il a été très clair en disant, c'est moi le nouveau patron, le repreneur. Par contre, les deux cédants, ils restent et ils vont m'apprendre le business, ils vont m'introduire chez les clients, chez les prospects, etc., puisqu'ils les connaissent depuis des années. Et donc ça s'est très bien fait, donc avec l'un des deux qui devait rester 6 mois, finalement il est resté que 3 mois, parce qu'honnêtement, au bout de 3 mois, il lui avait tout appris sur le commercial, etc. Et le deuxième, par contre, très technique, métier très technique. Là, pour le coup, il est encore là plus d'1 an après, et il est difficile à remplacer. Donc, mais ça, bon, il le savait. Et donc, c'est lui qui a évidemment réinvesti dans la boîte. Ok, on a l'air de bien connaître ce dossier. Peut-être que mes prochaines questions, il faudrait que je les pose directement à ce repreneur. Il faut qu'ils soient invités de la reprise. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Moi, je dirais. Avec plaisir pour échanger là-dessus. Surtout que c'est plus dur de trouver des gens qui ont déjà X années d'expérience que des gens qui sont plutôt en recherche active. Comme tu dis, c'est un peu une nouvelle mode. Donc c'est bien d'avoir des vrais use cases. Mais sur ce que tu sais, justement, tu parlais de ce truc de pas brusquer les employés. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu sais sur c'était quoi un peu son plan, le business plan justement que vous aviez peut-être un peu pensé ensemble avant d'acheter, sur qu'est-ce qu'on va faire et la réalité après 1 an? Ouais, écoute, alors pour le coup, là, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Il avait fait un business plan en fait assez conservateur, c'est-à-dire pas trop de croissance la première année, tu vois. On stabilise, on garde les clients, on essaie de garder le maximum de clients. Je fais le tour de tout. Moi, repreneur, je fais le tour de tous les clients pour me présenter à eux, etc. Et pour leur dire, voilà, on va travailler ensemble. Avec en plus les patrons, peut-être. Exactement. Je ne vire personne, sauf cas, effectivement, si vraiment, voilà, mais je ne vire personne, et effectivement, il a licencié personne. Il a, par contre, recruté, je crois, 1 ou 2 personnes de plus. Voilà, donc son plan, en gros, il s'est passé ce qu'il avait mis sur son BP. Maintenant, alors, c'est très bien. Et maintenant, bon, il n'a pas non plus fait des dingueries, tu vois, à plus 30%. Mais en tout cas, ce qui est bien aussi, c'est que ça rassure tout le monde. Ça rassure les investisseurs et ça rassure les banquiers. Et donc, les investisseurs et les banquiers, ils veulent être rassurés. Ils sont là, ils ont mis leur argent. Ils voient que la dette, elle est remboursée. Tout va bien. Est-ce que tu penses justement que le fait de prendre des investisseurs, ça influence ta reprise d'une manière ou d'une autre?
Ouais, parce que ça te met forcément une pression plus importante. Parce que la pression de la banque, bon, tu l'as, mais c'est une banque, c'est une institution. Et puis La- c'est toi qui devrais l'argent s'il y a Bien sûr, c'est toi. Et puis, bon, c'est une institution. Alors que les investisseurs privés, bah, tu leur serres la main tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais souvent. C'est des gens avec qui tu discutes, que tu as convaincu. Et bah, tu dois pas les décevoir normalement, quoi. Donc, tu dois en tout cas leur montrer que tu fais tout pour faire fructifier leur capital et continuer cette belle aventure. Et aussi au cédant, il faut que tu montres au cédant parce que souvent le cédant il a vendu son bébé et donc il faut que tu lui montres que tu continues l'aventure. Il y a plein de cédants qui ne veulent pas vendre à certaines typologies d'acheteurs et Ok. et donc c'est notamment pour ça que certains repreneurs arrivent à remporter une reprise d'entreprise face même à des corporates, des grosses boîtes qui vont proposer des prix beaucoup plus chers. Parce qu'il y a un intuitu personné entre une vraie relation entre le vendeur et l'acheteur et que le vendeur ne veut pas vendre pour X ou Y raison à un grand groupe et préfère vendre à un repreneur. Franchement, c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui permet justement de réussir son premier deal en face de plus gros Exactement. acheteurs. Aussi, il y a une taille, c'est-à-dire que là, c'est parfait, là, dans ce dont tu parles, entre 500 000 et 3 millions. Ouais. C'est là où il faut, nous, en tant qu'entrepreneur individuel, commencer pour faire son premier deal, parce qu'il n'y a pas la concurrence des gros fonds. C'est ça. Pas de concurrence des gros fonds et moins de concurrence avec moins de repreneurs sur le marché. Parce qu'il y a beaucoup de cadres dirigeants qui ont une cinquantaine d'années, qui quittent les grands groupes avec un gros chèque, qui ont un gros apport et qui veulent des boîtes qui font plus que 3 millions de CA. Tu vois, et donc tout ça, ils sont concentrés là-dessus. Donc les gens qui veulent reprendre des boîtes entre 500K et 3 millions, il y en a moins. Ouais, et c'est aussi parce que c'est plus high risk, high reward. Il y a plus de travail. Tu parlais de ce dirigeant qui est devenu le patron. C'est un rappel que quand tu achètes une boîte de cette taille, tu t'achètes aussi un job, mais c'est comme ça, il faut accepter. C'est pas une boîte passive, c'est pas un investissement en Non. Bitcoin, quoi. Alors ouais, alors effectivement là c'est de l'industrie, donc clairement c'est pas du passif. Il y a des usines, il y a des machines, faut être là sur le terrain. Maintenant il y a peut-être des business, tu vois, qui sont un peu passifs, qui peuvent un peu tourner tout seul, etc. Mais euh, c'est je pense des business dont les cédants vont en vouloir beaucoup plus cher. Oui, et puis quand tu prends des investisseurs, c'est pas pour leur dire j'achète ça et puis je vais rien faire. Bien sûr. Ou à moins que le rien faire il se transforme en je vais faire du build-up, je vais acheter plein de boîtes comme Ok, ça. bien Et sûr. voilà. Et là, du coup, c'est juste que tu bosses, mais tu bosses sur autre chose. C'est ça. Des apporteurs d'affaires, des avocats, des experts comptables, des banquiers d'affaires. En fait, enfin, je sais pas toi, mais moi, je passe mon vie à rencontrer des gens, quoi. Ouais, c'était surtout le cas avec Samsara, ça me fait vraiment penser à ça. Et je pense que hors antenne, je vais essayer de te convaincre de monter une plateforme, on pourra parler de ça. Ok, Merci Corentin. trop bien. Merci à Super. toi. À très bientôt. Ciao. Euh, je reviens sur la question que je t'ai posée sur le fait de est-ce que ça change quelque chose de prendre des investisseurs. En effet, le stress en plus. Je trouve que enfin, mon avis, c'est que c'est hyper intéressant pour un repreneur ou un entrepreneur qui a l'habitude d'être toujours tout seul et d'être le patron, etc., d'avoir justement ce pool de gens à qui il doit rendre des comptes. Déjà parce que souvent, ils ont des bons conseils. Ouais. Surtout s'ils ont mis de l'argent, c'est des conseils bien intéressés et tout le monde rame dans le même sens, les incentives sont alignés. Ouais. Et ça force peut-être à une structuration d'avoir une espèce de reporting. Je trouve que quand on est un entrepreneur, en tout cas beaucoup de ceux que je connais, moi le premier, on n'est pas bon à rendre des comptes, on n'est pas bon à être structuré, à Clair. avoir des rythmes. Et là, d'avoir un peu un pool d'investisseurs, c'est comme dans les plus grosses boîtes où tu as la chance d'avoir peut-être un conseil d'administration que tu as bien choisi. À qui tu dois reporter. Effectivement, bah ça c'est un point important, hein. Moi je l'ai vu dans les start-upers, la moitié des start-upers ils n'envoient pas de reporting. Bien sûr. Donc tout de suite, au bout d'un an, les investisseurs ils ont un mauvais avis sur le dirigeant, sur le fondateur, tu vois. Et donc effectivement, donc les repreneurs, s'ils arrivent à tous les mois ou tous les 3 mois envoyer un petit reporting même rapide sur l'activité, bah, c'est toujours pareil, c'est rassurer les investisseurs, c'est les tenir au courant. Et c'est le jour où tu vas les revoir, toi repreneur, si tu vas les revoir, tu leur demandes un truc, bah c'est pas ah au fait les gars on s'est parlé il y a 3 ans, vous avez pas un bridge à me refiler. Non, c'est j'ai lu ton reporting le mois dernier, j'ai vu que tu galères ou tu cartonnes ou peu importe, mais en tout cas pas briser la relation, quoi. Est-ce que pour l'instant, il y a déjà eu des deals qui sont arrivés, des deals LBO qui sont vraiment, qui ont été publiés dans la newsletter ou dans Hyper Capital? Ou- Sous- Ouais, on en a publié un effectivement dans l'industrie, Ok. dans l'industrie il y a quelques semaines Celui là. dont tu parles un peu. Est-ce que Non, encore un autre, un Ok. nouveau, ouais, un nouveau. tu peux nous donner un petit peu les grandes lignes de tout ce qui peut être divulgué? À quoi Ou- ressemble un deal comme ça? En Ouais. gros, ma question, c'est un deal qui finit sur ta plateforme, entre Ouais, guillemets, c'est ouais. plutôt une newsletter pour l'instant. Mm. Quels sont les critères? Et bon, je sais que tu en as moins
Mais après, ça m'intéresserait aussi qu'on parle justement de ceux qui sont dans le growth Ouais. et parler de la différence. Parce que moi, j'ai reçu une newsletter Ouais. et on pourra voir que c'est pas forcément le même type Ouais. d'investisseurs et de deal. Ouais, bien sûr, bien sûr. Écoute, bah moi je te dis, donc les projets que je cherche, c'est un peu tout secteur d'activité, tu vois, industrie, service B2B, etc. Là, le projet que j'ai partagé, c'est de l'industrie pour le coup, en France, qui fait à peu près pareil, à peu près la même taille que l'autre, 3-4 millions de chiffre d'affaires, une belle renta, une quinzaine de pourcents de BE, tu vois, qui existe depuis, je crois, même 40 ans, un truc comme ça, tu vois. Et ça, par curiosité, ça se valorise plus ou moins combien en Bah, multi-DBE? généralement, entre 4 et 6, tu vois. Un Classique. truc comme ça, ouais, entre 4 et 6 fois. Et effectivement, après, tu vas avoir des business qui vont se valoriser beaucoup plus dans certains secteurs, hein. Mais c'est ça, grosso modo, c'est ça. Et moi, ce que je vise, c'est des business, ouais, tu vois, entre aller dans les 1 ou 2 millions. Le repreneur, il a peut-être 50, 100, 200 K. Et il va chercher 100, 200, 300 K de plus Ok. en capital pour pouvoir faire levier pour aller chercher de la dette en plus à la banque. Bon, et c'est quoi la différence du coup avec l'autre poche un Ouais. petit peu Ouais. de hyper capital qui est comment ça s'appelle? Le parti growth? Ouais, c'est ça, la partie growth, exactement. Bah, en fait, la différence fondamentale, c'est que c'est surtout c'est souvent quand même le levier de la dette. Parce que, en fait, quand on comprend la puissance du levier de la dette, bah, c'est génial parce que tu investis dans une boîte en capital dont, bah, en fait, dont les 2 tiers du prix d'achat se font en dette, bah forcément, ton capital, pour 1 euro investi, en fait, il se transforme en 3. Bien sûr. Presque immédiatement. Alors qu'en growth, effectivement, il y a moins ce côté, en général, il n'y a pas trop ce côté dette. En tout cas, il n'est pas au niveau de la holding, il n'est pas au niveau de l'investissement. Souvent, par contre, si c'est des business physiques qui sont rentables, il y a de la dette pour chaque nouvel établissement qui va être, tu vois, ouvert. Donc finalement, il peut y avoir de la dette, mais c'est pas au même niveau, tu vois. Ouais, et donc finalement, là, quand on compare le profil de risque des différents investissements ou des différentes niches dans lesquelles tu as été dans ta vie, VC c'était vraiment le plus risqué. Le plus risqué voilà, et avec le moins de levier. avec le Bah, moins de il y a levier. quasiment pas de levier en VC. Là, le LBO, c'est ce dont on parle tous les jours. Ouais. Et là, donc growth, ce Ouais. que je veux dire en français, fonds de croissance. Ouais, c'est ça, exactement. Investissement en croissance. Exactement. J'en avais passé du coup dans les newsletters. Ouais. Et c'est vrai que je voulais te poser la question, comment tu fais toi pour être dans les deux business? Parce que je trouve que moi j'avais une dissonance cognitive. J'étais là, non mais je comprends pas, ils sont où les chiffres? Et où le passé? Moi je veux investir sur le passé. Ouais, Et toi tu me parles du Ouais, futur. ouais. Euh, Alors, enfin, il n'y a pas de passé, oui et non. C'est-à-dire peu, que, oui. ouais, Faut que ce tu soit vois, rentable. là, j'ai un deal hyper intéressant. Ça fait 1 an et demi que c'est ouvert. Il a validé son concept, son lieu, etc. C'est rentable et il cherche à dupliquer ce lieu, tu vois. Ok. Ça, c'est génial parce qu'il y a une renta sur un. Et si ça marche, boulevard Haussmann, il n'y a pas trop de risque que ça marche pas boulevard Saint-Germain, tu vois. C'est à peu près les mêmes genres de business. Voilà. Après, effectivement, j'ai des choses un peu plus jeunes, comme une chaîne de restaurants là qui se lance. Bon, maintenant, les fondateurs, ils sortent pas de nulle part. Ils ont déjà un restaurant qui cartonne et ils veulent créer un nouveau concept de restaurant qui n'a rien à voir avec le premier. Mais ils ont prouvé. Et d'ailleurs, le premier, c'était une reprise. C'était le premier resto Ouais. qu'ils ont fait, c'était une reprise. Petit resto qui faisait 204 CA. Ils l'ont porté à 804 CA dès la première année. Ils ont totalement tout changé, j'imagine. Tout changé, monté en gamme, etc. Et maintenant, ils se disent, OK, maintenant qu'on a prouvé qu'on savait faire de la restauration de qualité avec du chiffre, bah maintenant, on va scaler sur un autre concept qui n'a rien à voir, mais hyper quali, etc. Et voilà, et là, ils sont partis. Oui, donc c'est un peu la même chose finalement dans le profil. C'est VC, c'est 0 à 1. Ouais. LBO, c'est tu prends un truc bien et bon, qui est déjà à 1 et tu veux le faire à 10, passer à 10. Et là, c'est la même chose avec ta partie croissance qui est OK, c'est du capital croissance, mais tu veux quelque chose qui a prouvé son business model. Et là, tu Exactement. parles justement de lieu physique. Si tu l'as fait une fois, tu essaies de le faire 10 fois. C'est ça. Et qui peut aussi être rentable à court terme, donc éventuellement distribuer du dividende à relativement court terme. Et qui peut être liquide aussi. Parce que qui dit rentabilité dit que dans 5 ans, dans 5, 6, 7 ans, quand tu as remboursé la dette, le fondateur il peut, ou le repreneur, il peut racheter les investisseurs. Tu vois, il peut se réendetter pour racheter les investisseurs. Ça, c'est génial. Et ça, en VC, il n'y a pas trop. En effet. Donc voilà, donc ce que j'aime dans ces nouveaux types d'actifs, nouveau pour moi en tout cas, Ouais. c'est le côté liquide et c'est le côté rentable à plus court terme. Est-ce que tu as des stats, un peu de track record, de choses à partager ou c'est encore trop tôt? Bah écoute, c'est encore un peu tôt, mais ce que je vois, c'est que il y a de plus en plus de projets comme ça qui se créent dès le premier jour en disant
je veux créer un truc rentable à court terme. Je veux que mes investisseurs touchent du cash au bout de 12, 24, 36 mois. Alors qu'avant, ça, on ne le voyait pas. Tu vois, il y a plusieurs années, en tout cas moi dans mon monde du VC, les investisseurs, ok, ils feront un exit peut-être un jour dans 6-7 ans, on verra, mais on ne sait pas, tu vois. Et d'ailleurs, c'était pas 6-7 ans, c'était plutôt 8-9 ans. Et voilà, et c'était beaucoup plus risqué. Alors que là, c'est plutôt des business, on se dit en tant qu'investisseur, soit on peut avoir des dividendes dans un an ou deux, soit il y a un mix d'obligations et de capital. Donc les obligations, justement, c'est du rendement. Donc voilà, je pense que c'est beaucoup plus aligné avec notre époque. Aujourd'hui, les investisseurs cherchent à la fois du rendement et de la perf. Je voulais revenir sur un des sujets qu'on a abordé tout à l'heure. On parlait de l'IA. Donc l'IA, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Déjà, dans ta carrière, entre guillemets, il y a eu ce shift des investissements et donc maintenant, tu es parti sur cette voie-là. Dans le LBO, dans le growth, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu, entre guillemets, prends en compte dans ta thèse d'investissement? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que tu évites? Qu'est-ce que tu... je vais éviter de prendre des deals de boîtes dont tu sais que l'IA va les balayer, tu vois, va les détruire. Ça, c'est quoi pour toi les plus gros risques de type de business qui peuvent se faire balayer? Je pense, tu vois, il y a quand même pas mal de business genre un peu SaaS, tout ça, qui sont un peu, tu vois, software un peu à l'ancienne, qui sont un peu menacés quand même. Tu vois passer des deals comme ça en vente? Ouais, j'en vois. C'est pas la majorité, mais j'en vois. Et qu'est-ce qui te fait dire lui, il a une motte et il est défendable et justement son ancienneté fait qu'il va utiliser l'IA pour lui versus c'est il va plus se faire tuer. C'est plus ça. C'est est-ce que à quel point il a conscience que l'IA va le tuer et à quel point il est suffisamment malin pour tu vois, tirer parti de ça. Et honnêtement, aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que en réalité, c'est un peu la victoire des cols bleus sur les cols blancs maintenant. C'est un peu la revanche, tu vois. C'est que en fait, tous les métiers manuels et tout, tu vois, genre, tu sais, le plombier, les industries, tout ça, en fait, elles sont hyper résilientes face à l'IA parce que avant qu'un robot humanoïde aille te changer tes tuyaux de ta salle de bain, il va se passer du temps. Hein. Donc voilà. Donc moi, ces projets-là, tu vois. Je pense qu'ils sont résilients aujourd'hui face à l'IA. Et en plus de ça, les repreneurs, s'ils sont plus jeunes et plus tech-savvy, en fait, ils vont pouvoir peut-être pas mettre de l'IA, mais peut-être automatiser des process. Oui. Tu vois, des choses que le fondateur qui a 60-65 ans, qui se barre à la retraite, il s'en foutait, il n'avait pas envie de faire ça. Voilà. Et le nouveau, il va donc regarder quelles sont les tâches qu'il peut automatiser et mettre un peu d'IA dedans, tu vois. Donc ça, c'est génial. T'as pas des repreneurs qui sont déjà venus avec des thèses d'investissement comme ça? Parce que je sens que ça va être évidemment la grosse mode. Si. Après, honnêtement, c'est pas si simple. Parce qu'il y a toujours une legacy. Je veux dire, l'IA, c'est pas si simple. C'est pas juste tu cliques sur un bouton. Non, certains nous disent. Ça se saurait, tu vois. Enfin, je veux dire, non. Après, oui, moi, je suis intimement convaincu que aujourd'hui, un mec une nana qui a compris un peu les trucs d'automatisation d'IA et tout, il peut peut-être gagner 20-30% de productivité dans une boîte. Mais c'est déjà énorme, c'est déjà génial. Ça va tout de suite sur la marge. Mais oui, tu gagnes 20% de productivité dans une boîte à l'ancienne, un peu service B2B ou industrie. Exactement. Tu fais plus 15% de BO, tu fais 20%. Je sais que j'en parle toutes les semaines, mais c'est exactement ça. Toutes les tâches un peu administratives, elles existent aussi dans une boîte qui n'est pas censée être tech. Et c'est de la perte de valeur. Et les gens qui font ça, si tu les aides à réinventer leur métier et qu'ils peuvent plutôt passer du temps à parler avec des clients ou faire des trucs sympas, c'est pas forcément les tâches qui vont leur manquer. Mais c'est clair. Et puis, non, moi je pense que tu as raison. Productivité, administratif, voilà. Mais honnêtement, vraiment apporter de l'IA dans le core business, c'est pas tous les business pour l'instant. Hein. Il faut que ce soit lié à un ordinateur. Voilà. Pour l'instant, comme tu dis. Ouais. C'est quoi l'avenir du coup pour Hypercapital? Écoute, l'avenir pour Hypercapital, c'est de trouver toujours plus de nouvelles idées, mais dans des cadres un peu connus. C'est-à-dire ce qu'on vient de dire là, par exemple, des gens qui vont venir pas vouloir révolutionner la planète, mais apporter un peu de productivité dans un business qu'ils connaissent bien, tu vois, auquel ils ont réfléchi. Ça, c'est cool. Et puis, le plus de projets possible qui apportent de la liquidité et de la rentabilité aux investisseurs. Moi, j'ai une obsession aujourd'hui, c'est vraiment la liquidité des investissements. Parce que le private equity, c'est bien, mais c'est très, 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 très long. Et le private equity, c'est la dernière chose à faire après les sociétés cotées, l'investissement en bourse et après l'immobilier.
D'accord. Là, tu es en train de faire ton disclaimer Ouais. investissement. Exactement. Attention, c'est risqué. C'est C'est moins risqué, mais c'est plus long terme. C'est pas forcément risqué, voilà, mais c'est surtout ton cash, il est bloqué 10 ans. Ouais. 10 ans, c'est long. Donc voilà, donc moi j'essaye de trouver le plus de business desquels tu peux sortir facilement et rapidement. Ou après, dans ton cas, tu as la chance du coup d'avoir. Enfin, la chance, tu t'es créé cette opportunité de côté marketplace, pool. Et demain, potentiellement, ça peut être un système d'investissement en commun où toi, les deals sont en commun et les gens peuvent sortir parce qu'il y a un achat, une vente, un Ouais, achat, une exactement. vente et tu fais sortir. Au moins, l'argent peut continuer à rester dans le business et compound 10 ans, 20 ans Ouais. si elle est mieux investie là-dedans. Ouais. Et quand il y en a un qui sort, ça peut permettre d'avoir de la liquidité, un peu comme une Holco. Exactement, ça c'est ça qui est trop bien. C'est ça qui est trop bien. Et puis moi, ce que je fais, c'est que je fais de l'intermédiation. Et puis dans les projets que j'adore, avec qui je fit bien avec le fondateur, etc., je vais moi-même constituer le SPV, regrouper les gens. Et puis, tu vois, à long terme, je suis au bord de quelques boîtes, mais tu vois, pas toutes celles que j'accompagne. Super, donc tu es vraiment revenu, tu as remis les mains dans le cambouis, Ouais. solopreneur à nouveau. Exactement. D'ailleurs, par rapport à ça, quand tu parles d'intermédiation, du coup, c'est quoi ton business model? Qui c'est le client? Qui paye quoi? Combien? Bah écoute, c'est le client, c'est plutôt celui ou celle qui lève de l'argent. Donc c'est le repreneur, l'entrepreneur ou le fondateur du fonds alternatif qui lève de l'argent, tu vois. Et en gros, ce que je fais, c'est que en fait, psychologiquement, chacun est différent. Certains veulent payer un tout petit fixe et sont OK pour un gros variable. Certains sont OK pour payer un plus gros fixe et un plus petit variable. Donc, tu vois, je module en fonction de ça. Ouais, ok, donc c'est assez, on va dire, un business model d'accompagnement à la levée de fonds. Ouais. Et sur le dernier point, justement, des fonds alternatifs, est-ce que tu en as déjà fait ou c'est encore dans le tuyau? Ouais, sur les fonds alternatifs, ouais, complètement. Ouais. Donc, j'en accompagne 2 actuellement. Un qui est basé aux US et qui a exactement la même stratégie d'investissement que Warren Buffett, enfin qui est vraiment sur le value. Value investing, donc vraiment il va regarder quelles sont actuellement les boîtes décotées, etc. Donc là récemment il a fait tout un truc sur une boîte dont les actifs étaient supérieurs à sa valeur en bourse, tu vois. Voilà. Et puis vraiment ça fait 10 ans qu'il investit son propre capital sur les marchés. Il habite aux États-Unis, il est français mais il habite là-bas. Son propre capital et il a ouvert en fait le capital de son fonds comme Warren Buffett en fait, hein. Là il y a 2 ans et donc là je l'aide à trouver effectivement des investisseurs privés pour son fonds. C'est bien parce que quand tu dis que ça fait 10 ans qu'il met son propre argent, c'est un vrai track record. Moi qui étais beaucoup dans le monde des fonds et qui recevais beaucoup de docs, j'étais c'est super, ça c'est des analyses de back analyse, de si tu avais fait cette stratégie que tu as créée aujourd'hui sur les 10 dernières années, tu aurais gagné 8 millions de %. Mais tu l'as fait? Non, parce que c'est pas ça un vrai track record. C'est pas du backtest. C'est lui, ça fait 10 ans qu'il investit son propre argent et que c'est son activité principale. Tu vois, donc sérieux. Et puis pareil, un autre gars très très intéressant qui a étudié lui-même très profondément 600 fonds crypto. Et sur ces 600 fonds crypto, il n'en a gardé que 6. C'est Gary? Donc 1%. Non, ça s'appelle pas Gary. J'ai un copain qui est venu sur mon podcast qui est dans les cryptos depuis très très longtemps et justement il a fait pareil. Il est en train de monter un fonds de fonds. Alors, il faudrait savoir la dernière version de la thèse d'investissement, mais j'ai cru que tu me parlais c'est marrant. Si ça se trouve, ils se connaissent. Bah écoute, sûrement. C'est sûrement possible. D'accord. En tout cas, lui, il a gardé 6 fonds sur les 600. Okay. Donc très forte sélectivité et il fait du fonds de fonds crypto comme ça aussi. Et là, c'est un investissement qui est actuellement ouvert. Ouais, exactement. Comment, du coup, on les retrouve? Est-ce que tu es assez discret? Ouais. Comment quelqu'un qui regarde notre en fait, les gens peuvent me contacter directement sur LinkedIn et puis ensuite, moi, je leur envoie les opportunités, toujours en anonyme. Et puis ensuite, dès qu'ils sont intéressés par une opportunité en particulier, ils me contactent et ils me demandent plus d'infos. Trop bien, c'est vrai que tu as une bonne audience sur LinkedIn, aussi sur la newsletter. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui? À qui tu peux t'adresser? Écoute, à tous les repreneurs qui sont un peu short en apport, tu vois, les repreneurs qui ont 50, 100, 200K en apport et qui ont besoin peut-être de 100, 200K de plus d'apport
pour gonfler le rapport et qui ont soit déjà une cible en tête, soit déjà une LOI, soit qui sont un peu avant cette phase-là, mais qui en ont déjà quelques-unes en tête. Donc ça, je peux leur trouver assez rapidement des investisseurs privés qui vont co-investir avec eux. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, je te dis, toutes ces personnes qui ont validé des business intéressants, pas forcément sur la tech, mais alors ça peut être sur la tech, hein, mais souvent sur le retail, brick and mortar, qui ont validé un truc et qui veulent scaler, dupliquer le modèle rentable. Et puis ensuite, dernière typologie, ceux qui ont une vraie expertise d'un secteur, d'un métier et qui veulent constituer un fonds pour investir dans ce métier particulièrement. Oui, c'est vrai que la valeur ajoutée, c'est que souvent, si tu es bon à, par exemple, gérer de l'argent comme Warren Buffett, tu n'es pas forcément le meilleur networker du monde. Chacun son métier. Exactement. Eux, ils se concentrent sur ça, sur bien investir, et toi d'aller en parler autour. Et moi, j'adore, tu vois, analyser un peu toutes ces nouvelles idées, regarder est-ce que la personne est sérieuse, quel est son track record, et ensuite faire un peu que la magie opère, quoi. Ouais, ça c'est une partie. Et l'autre partie, j'imagine que tu adores, c'est parler à des entrepreneurs, parler aussi des investisseurs. Bien sûr. Ça ressemble à quoi d'ailleurs ton travail de networking? Écoute, c'est une bonne question. Ça fait vraiment longtemps que je fais ça. En fait, moi, mon conseil, c'est de faire ça, et je le fais naturellement. C'est-à-dire, je fais pas du réseau pour du réseau. C'est-à-dire, je fais pas du réseau dans le but spécifique de faire du business avec telle personne, etc. C'est pas que je m'en fous, mais c'est qu'en fait, je sais que le réseau et la réputation, c'est du très long terme. Donc en fait, la personne que tu vas rencontrer aujourd'hui, peut-être que tu vas faire du business avec lui ou elle dans 10 ans. Et peu importe, il faut juste que tu gardes un peu trace d'elle et puis que tu crées un peu de contenu, tu gardes un peu relation avec elle, etc. Et le jour où vous aurez du business à faire ensemble, si cette personne-là se rappelle un peu de toi et a vu depuis que tu as fait un peu de contenu et tu as l'air à peu près sérieux sur ce que tu fais, tu vois, et vous allez faire des trucs ensemble. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment d'y aller en mode, le réseau, c'est du long terme. Faut surtout pas aller voir les gens en leur disant j'ai un truc uniquement pour toi, une opportunité. Il faut pas saouler les gens. Toi, t'es l'inverse d'un infopreneur. Exactement. C'est vraiment... je rencontre plein de gens, je m'intéresse à ce qu'ils font, et le jour où j'ai besoin d'eux, ou eux ont besoin de moi, là, tu vois, on va faire du business, mais ça sera peut-être dans 10 ans. Et comment tu fais pour qu'ils se rappellent de toi? C'est une très bonne question. Il faut publier du contenu, il faut être actif sur les réseaux. Donc ça, j'étais assez bon pendant pas mal de temps. Après, j'ai un peu arrêté, j'en ai un peu moins fait, et là, je vais en refaire à fond. Ouais, parce que ça a changé depuis 2009. Aujourd'hui, c'est quoi ta stratégie de contenu, Carrément. justement? Écoute, j'ai un peu... Là où je m'en veux beaucoup, c'est d'avoir raté un peu le virage de la vidéo en 2020, tu vois. J'ai pris un peu 3-4 ans de retard là-dessus, donc je vais me rattraper. Et donc là, depuis quelques mois, je me rattrape pas mal sur Insta et TikTok, que j'avais pas du tout. J'avais même pas de compte, tu vois. Je m'étais concentré que sur LinkedIn. Là, pour le coup, j'ai une bonne audience, bonne communauté. Mais en fait, aujourd'hui, ça suffit pas. Il n'y a pas que ça, tu vois. Donc, il faut aller chercher les gens partout là où ils sont. Donc, sur TikTok, sur Insta, machin. C'est là où ils sont aujourd'hui? Ils sont partout en fait. J'ai l'impression que TikTok c'est bien pour faire des vues, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont investir 40 000 euros dans un business? Ouais. Ils sont. Ouais. En vrai, oui. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est la loi des grands nombres. Sur un million de mecs, alors j'ai pas 1 million de followers encore, hein, mais tu vois, sur X dizaines ou centaines de milliers de gens qui vont voir ta vidéo, il y en a toujours 3-4 qui vont traîner. Voilà, c'est comme ça, c'est la loi des grands volumes. Et donc, donc là, je m'astreins à faire une vidéo chaque jour. Que je publie depuis ça fait 2-3 mois que je fais ça, et écoute, je chope 2-3-4 followers par jour. C'est dur, mais ça compense de toute façon. C'est voilà. Le début, ça fait pas beaucoup, et si tu continues, non, bravo, c'est dur. Justement, tu as rattrapé ton retard sur la vidéo alors? Écoute, maintenant je sais parler face caméra. C'est-à-dire qu'il y a 3 mois tu savais pas? J'étais moins... Si je savais, mais j'étais moins à l'aise. Maintenant, j'ai les outils, j'ai les trucs, j'ai les techniques, j'ai les machins, tu vois. Donc tu confirmes que le secret pour devenir bon, c'est juste de commencer. Bien sûr. Et tu t'améliores un petit peu tous les jours. Bien sûr. Et dans tout. Je suis totalement d'accord. C'est avec beaucoup de choses. Et en fait, comme ça que ça a marché. on part tous d'un niveau différent. Parce qu'il y a des mecs qui vont être super à l'aise et toi non, ou l'inverse. Mais ce qui va changer au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est la régularité. Hein. Et d'ailleurs, tu as lancé un projet par rapport à la vidéo? Ouais, exactement. Écoute, ça, je viens de. C'est très, très récent, vraiment très, très récent. Et c'est un de mes nombreux projets, effectivement, où je m'implique un peu plus que juste lever des fonds. Donc, des projets comme ça où je me suis impliqué, j'en ai 3 ces dernières années. J'en ai un, c'est des cafés céramiques avec Jenny. Donc, ça, on en a ouvert 8 en quelques années. On a force d'être à côté de plein d'entrepreneurs et d'opportunités. Il y a un moment, ça allait devoir te tenter. Exactement. Okay. Donc, ça, c'est café génial. Céramique? Ouais, café céramique, c'est des lieux où tu viens.
tu peux boire un coup. On a des céramiques vierges que tu peux peindre sur place. On a tout le matériel de peinture, etc. Tu pourras regarder sur mes réseaux. J'ai interviewé mon associée Jenny qui fait ça super bien et qui est sur le terrain tous les jours. J'accompagne aussi depuis plusieurs années. Donc Jenny, ça fait 8 ans qu'on est associés. Une autre personne aussi qui a des concept stores. Donc on en a ouvert 6 en France et puis là on commence à franchiser. Donc la franchise c'est une aventure passionnante aussi et j'apprends énormément moi aussi. Et puis là tout récemment effectivement, mais c'est très 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 récent, je me suis associé à une personne qui a eu un très grand succès en sortant il y a une vingtaine d'années un jeu de société qu'il a vendu à des millions d'exemplaires. Et en fait maintenant il est obsédé par tout ce qui est les séries jeux un peu comme LOL qui ressort ou Loup-garou, des trucs comme ça. Ouais. Et donc on veut en fait créer des IP comme ça, comme on dit, avec plusieurs séries, plusieurs épisodes, plusieurs saisons sur un peu des jeux qu'il a imaginés. Donc quand t'as dit c'est hyper récent, tu m'as regardé bizarre, donc ça veut dire que si ça c'est encore dans la vidéo quand on va public, c'est que ça s'est bien passé. Ça va se passer très bien, mais ça va être pareil, un projet de long terme. Donc c'est toujours pareil, on croit toujours qu'on va faire des trucs incroyables en 6 mois, c'est faux, enfin la plupart du temps c'est faux. Et tu sais, il y a toujours cette phrase que j'adore, c'est qu'on surestime toujours ce qu'on peut faire en 1 an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. En tout cas, la seule manière de faire autant de projets, j'imagine, c'est d'être plutôt conseiller, coach, investisseur. Tu peux pas être partout, toi tu es concentré sur ton projet principal. Exactement, c'est ça. Et tu vois, pour reprendre juste, Super Capital, ça a duré 10 ans. Je l'ai créé en 2016 et je suis parti en 2026. Bah, tu vois, en 2016, si tu m'avais dit que ça deviendrait, tu vois, l'un des investisseurs les plus actifs en France, dans la tech, etc., tu vois, j'aurais pas forcément su. Au début, c'était simplement, voilà, je mets en relation 2-3 personnes et c'est tout. Et donc, effectivement, en 10 ans, tu peux construire des choses assez fortes et vivre des aventures assez incroyables. Et là, justement, si ça cartonne, est-ce que tu reprendrais ce parcours, cette trajectoire de t'associer avec plus de monde, avoir des bureaux, des employés, ou est-ce que... Non, c'est pas fait pour moi. Ok. Je pense, je suis plus profil solopreneur, mais solopreneur sur des multi-business. C'est-à-dire, solopreneur sur ma plateforme un peu principale, et puis après faire toute une constellation de business avec d'autres gens, avec des associés, avec des freelances, etc. Donc c'est ce que je fais avec Jenny, avec Francis, etc. Où je suis associé mais non opérationnel sur d'autres business, tu vois. Et j'imagine que même sur ton business principal, tu bosses pas tout seul, mais tu as plutôt des freelances. Exactement, des freelances, des partenaires. On parlait de Kevin, on est partenaire avec Kevin. Voilà, et ce qui est cool, c'est que c'est un métier où tu rencontres des investisseurs, des repreneurs, des entrepreneurs. Donc tu t'ennuies pas, tu rencontres en permanence des gens, des apporteurs d'affaires, des avocats, des experts comptables, des banquiers d'affaires. En fait, je sais pas toi, mais moi je passe mon vie à rencontrer des gens, quoi. Ouais, c'était surtout le cas avec Samsara, ça me fait vraiment penser à ça. Je pense que hors antenne, je vais essayer de te convaincre de monter une plateforme, on pourra parler de ça. Ok. Merci Corentin. Trop bien, merci Super. à toi, à très bientôt. Ciao.